Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous nous retrouvons encore ce soir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 2 février 2024 et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui encore pour cette édition de vendredi. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités et nous aurons euh, Madame Ital Ben Lupungu. Nous aurons aussi comme l'autre invité, quelqu'un que vous connaissez déjà qui a été avec nous l'autre fois, c'est Monsieur Géraud Nema. Et alors, ce sont les deux qui sont des invités, nos invités aujourd'hui, mais nous aurons aussi nos correspondants et que vous allez découvrir à fur et à mesure que nous allons, euh, disons, continuer notre programme aujourd'hui. Je m'en vais d'abord saluer nos invités du jour, encore une fois aujourd'hui. Bonsoir, Madame Joital Yambo Ben Lupungu, c'est depuis la Belgique. Bonsoir, Madame. Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre, comment vous allez? Voilà, sinon, moi, je veux bien. Bonsoir aussi, Monsieur Géraud Nema, depuis le bout de l'Afrique là-bas. Nous sommes à l'île Maurice. Ça va aujourd'hui aussi? Alors, la voix ne sort pas là, Monsieur Nema. On a encore. Bonsoir, Père, ça va très bien vous-même. Voilà, ça va très bien. En tout cas, merci encore à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons aborder plusieurs sujets et j'espère que la première des choses, c'est on va commencer et puis on va reprendre aussi après. On va commencer par la princesse Joy Ital qui va d'abord, on va la laisser se présenter d'abord elle-même puisque là, c'est moi qui l'ai présentée. Sommairement d'abord, vous-même, on vous écoute, Madame Ital. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Alors, effectivement, je suis princesse Benaloum Pongo de filiation, évidemment. Je suis l'arrière-arrière-grand-père du roi Yakaumbu Kamanda Lumpungu, qui a été pendu en fait en 1936 à Cabinda. Je suis accessoirement aussi, je suis membre exécutif de la fondation Yakaumbu Kamanda Lumpungu, membre du COSERA, qui est le Conseil des sages des empires et royaumes d'Afrique, aussi à l'initiative, enfin, la fondatrice, hein, je dirais, de l'association culturelle Africam. Et donc voilà, comme disait le père tout à l'heure, je suis basé à Bruxelles. Voilà, vous êtes basé à Bruxelles, justement. Nous allons un peu découvrir aujourd'hui l'histoire que vous allez nous raconter, puisque vous avez déjà fait allusion à votre arrière-grand-père. Nous allons voir beaucoup plus de précisions. Vous allez un peu nous parler de son histoire pour qu'on puisse, disons, le découvrir davantage. Qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui du neuf pour parler de votre, disons, de ces rois sanguins qui s'appelait Lupung. Comme... Eh bien, en fait, si j'ai créé cette association, c'est pour pouvoir partager son histoire, une histoire qui ne concerne pas que ma famille, vu son statut, pour commencer, et l'empreinte qu'il a laissée sur la nation, même si ça reste, je pense, pas assez connu par rapport à l'impact qu'il a pu avoir et l'acte de résistance qu'il a pu porter à l'époque. Donc, je parle de 1936, c'est pas hier. Le roi a été établi, a succédé à son père assez jeune. Et bon, pour les Blancs, on l'appelait le roi civilisé, vu qu'il a suivi une formation coloniale, hein, disons-nous. Et bon, c'était quelqu'un de très imposant, de stratège, de conquérant, qui, au fil du temps, a commencé à déranger un peu l'administration coloniale. Et c'est ce qui va causer sa mort plus tard. Une mort tragique, parce que non seulement ce sera une pendaison. Alors, quand vous parlez de mort tragique, c'est vraiment tragique puisqu'il s'agit de mort par pendaison. Quelle en était la raison? La raison, on va dire, c'est une raison fallacieuse. On a prétendu qu'il avait mangé une femme qui était passée par leur royaume avec l'enfant.
Et donc, de ce fait, on l'a pendu. Mais en fait, le motif était qu'il avait, euh, pour les Blancs, il avait outrepassé ses droits en essayant de rentrer directement en contact avec le roi des Belges pour faire signifier que l'administration coloniale se comportait de manière disgracieuse à son endroit et aussi avec très peu de respect pour sa population. Et donc, il demandait, pardon, oui. Oui, oui, allez-y, je vous laisse d'abord finir. Et donc déjà à l'époque, il demandait l'indépendance. Et c'est ce qui a fait que, bon, en vrai, il a été pendu. Alors, on parle de lui comme quelqu'un d'oublié, par exemple, en République démocratique du Congo, qui pouvait aussi être parmi les héros du pays. C'est aussi votre avis? Oui, je pense. Je pense. Après, je pense qu'au Congo, malheureusement, on n'honore pas assez la mémoire des personnes qui ont des actes héroïques pour la nation. On transfère, enfin, on apprend essentiellement l'histoire occidentale. Et pour ce qui est de notre propre histoire, les actes de résistance, qui du coup sont des actes héroïques en tant que patriotes, devraient être enseignés. Mais je pense que c'est ce qui aiderait aussi beaucoup à pouvoir s'identifier et faire preuve de plus de patriotisme de manière assez... Oui, alors pour le moment, il y a quand même quelque chose qui est fait au niveau de la Belgique. Donc, on parle d'un segment hein, dans une nouvelle expo intemporelle du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, qui lui est dédié. C'est quand même déjà une certaine reconnaissance. Oui, bon, en fait, le truc, c'est que depuis que j'ai créé mon association, le but, c'était vraiment euh, de pouvoir poser des actions qui puissent mener à la visibilisation de son histoire. Je ne sais pas si on entend, mais... Non, oui, moi je vous attends. C'est juste pour montrer l'image hein, que vous participez. Ah, ok. Vous avez participé vous-même à, disons, De cette expo, oui. Donc cette expo. là, ouais, on montre, on montre en fait comme ils sont dans une démarche comment est-ce qu'on appelle ça, de provenance, de voir la provenance des biens, des collections qui sont au musée. Et aussi notamment avec à côté la commission Vérité et Réconciliation qui est en cours depuis 2022, je crois. Bon, voilà, pour moi, c'est des stratégies pour pouvoir encore plus embrigader ces biens, ces effets culturels, peu importe, qui sont enfermés dans leur musée. Donc, oui, c'est bien, mais c'est bien pour nous. Après, pour eux, je ne sais pas si l'issue terminera comme ils voudraient. Alors, nous allons revenir à vous. Le temps pour nous d'abord hein, d'avoir un peu quelques nouvelles de notre correspondant en Espagne. Et puis, alors, nous allons revenir à vous, Madame Ital. Alors, maintenant, nous nous rendons en Espagne pour suivre les nouvelles de notre correspondant Yves Cacha. Alors, la parole est à vous, Monsieur Yves. Oui, bonsoir Père, bonsoir à la princesse et à tous les auditeurs. Les nouvelles ici, nous commençons d'abord par l'été indien qui continue, l'hiver indien qui continue. Les températures sont formidables. Aujourd'hui, nous étions à 22 degrés en Espagne et 26 degrés, 28 degrés dans le sud vers Ibiza et compagnie. Donc, pour ceux qui veulent passer un peu de bon temps, venez en Espagne et au Portugal. Le temps est vraiment clément. Dans l'actualité politique, il y a trois grosses nouvelles. La première, que le Premier ministre Pedro Sánchez appelle à la modération au parti de l'extrême droite Vox et au parti centriste le PP, Parti populaire, face à la loi d'amnistie qui est vraiment chahutée au niveau du Parlement. Il y a même des échauffourées entre les membres de la coalition au pouvoir. Jones a présenté en cavalier solitaire certains amendements et actuellement le projet de loi est bloqué au niveau
de la commission juridique du Parlement. Autre information qui m'a paru très importante aussi, c'est que le leader de l'extrême droite espagnole, Santiago Abascal, a encore été élu président de son parti jusqu'en 2028 et sans grande opposition dans son parti. Une chose aussi qui m'a beaucoup frappé dans la politique actuellement, c'est dans l'économie, dans le social ici en Espagne, c'est que il y a eu une hausse du prix des logements alors que le pouvoir d'achat de la population ne fait que baisser. Et donc l'immobilier qui se consolide comme un investissement sûr et refuge pour les classes moyennes. Et donc avec cette allure, près de 58% des hypothéqués devront continuer à payer leurs impôts, disons leurs hypothèques jusqu'après leur retraite. Bon, autre information, ça c'est au niveau culturel, puisqu'on est en train de parler du musée de Tervuren. Après le musée du Prado, le musée Thyssen aussi est en train de blinder ses tableaux après l'attaque qu'a subi la Joconde au musée du Louvre dernièrement. Et puis, chose aussi très, très importante ici en Espagne qui fait beaucoup parler, c'est que très probablement, à partir de cet été, le prix de la paella, qui est un des repas phares dans le sud de l'Espagne, va augmenter puisqu'il y a rareté du riz sur le marché mondial. Et puis, autre information, ça va vous ravir, père. Le Barça est vraiment dans des très beaux draps. Après une défaite dans la Liga face à comment ça s'appelle cette équipe à Castellón, Villarreal, Xavi, l'entraîneur du Barça, a déjà annoncé qu'il allait démissionner, qu'il allait quitter le club le 30 juin. Donc, actuellement, le Real Madrid est second avec Girona comme premier dans la Ligue. Alors, je pense que je dois quand même me corriger. Mon cher Yves, vous n'avez pas suivi le match d'hier et que le Real Madrid a gagné quand même 2-0 et que le Real Madrid est maintenant en première position avec 2 points de différence. C'est quand même... Ils ont un match en plus, non? Non, c'est un match qu'ils devaient récupérer pour... C'est vrai. Donc, nous avons. Real Madrid est en tête maintenant. Alors, merci beaucoup pour ces nouvelles. Malheureusement pour Barça pour cette année. On va espérer l'année prochaine. On vous souhaite toutes les bonnes chances. Alors, nous reprenons la princesse Itale pour parler encore du roi Lupungu. Alors, est-ce que vous pensez que votre cause sera attendue pour qu'on puisse quand même réhabiliter ces rois Song? Oui. Après, il faut être concentré, engagé sur ça. Et donc, tous les moyens, pour moi, sont bons pour pouvoir parler de lui, parler de son histoire. Et puis, en fait, là, du coup, je suis devenue chercheuse indépendante et entraînant dans les archives tant coloniales que ministère des Affaires étrangères et autres. Voilà, j'ai pu tomber sur des archives de la presse, notamment du procès aussi, qui est vraiment scandaleux, qui montre encore des manipulations à l'égard de la population noire dans le monde de manière générale. Et dans cette lutte-là, puisque vous n'êtes quand même pas limite de la famille, disons, la famille continue encore, vous vous reconnaissez. Est-ce qu'il y a quand même, à part l'association que vous présidez, il y a aussi d'autres membres
Oui, qui oui, vous oui. soutiennent dans cette lutte-là? Nous avons la fondation Yakambu Kamana Lumpungu, dans laquelle je suis aussi. Et du coup, oui, les grands-oncles ont déjà des documents enfin, des documents qui servent, pardon, à constituer le dossier. D'autres ont déjà aussi rencontré le roi, eu des discussions avec eux. Il y a aussi au niveau de la justice au Congo des démarches qui sont entreprises. Parce que comme c'était à l'époque, non, c'était même précolonial, non, oui, précolonial, pardon. Il faut, enfin, il y a tout un stratagème pour pouvoir aboutir à cette action de réhabilitation. Mais je pense que s'il n'y a pas de bruit aussi autour, ils vont pas aussi se presser pour faire le nécessaire. Et pour vous, hein, disons, l'espoir qu'il y a maintenant, c'est quand même déjà positif, mais ça, c'est au niveau de la Belgique. Vous pensez aussi qu'en République démocratique du Congo, on pourra aussi arriver à cette reconnaissance? Ouais, là, allez, pour le musée, c'est un pas pour la visibilisation, en fait. Parce qu'avant, le collier qu'on voit là, il était posé dans la salle d'histoire et à côté, il y avait une photo de typotype, mais il n'y avait aucune légende. Et donc, c'est lors de l'interview qu'on a eue avec eux que j'avais évoqué le fait qu'ils aient des photos d'archives avec le couple royal et la femme qui porte ce collier, qu'ils ont créé cette nouvelle disposition. Donc déjà, pour moi, c'était un pas positif. Pour ce qui est du Congo, je pense que déjà, au niveau de l'éducation, on doit travailler. Là, c'est ma tante avec qui je travaille beaucoup ici à Bruxelles, avec laquelle on fait des recherches ici. Euh, oui, voilà, pour le Congo, donc c'est aussi d'aller là-bas, sur place, en parler. Mais c'est une histoire qui a beaucoup, enfin, qui a brisé d'une certaine manière la famille euh, et dont les traumatismes reposent encore. Et je pense aussi que l'arrivée des missionnaires, hein, la religion catholique essentiellement, aujourd'hui, bon, les églises de réveil, etc., ont quand même aussi eu un impact parce que du coup, tout ce qui tourne autour de ces organisations, dirons-nous, traditionnelles, sont souvent reliées à la sorcellerie tout simplement. Et donc, bon, on ne veut pas trop y toucher non plus. Et ça, c'est Est-ce que vous êtes encore imprégné de la culture Song quand même, puisque vous vivez en Europe depuis longtemps? Je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question. Ah, je ne veux pas dire que, franchement, j'aimerais en connaître davantage, mais j'aime bien parce que, voilà, par exemple, cet été, on s'est retrouvés en été à Rome avec la famille. On avait des heures d'apprentissage, on avait des citations, on a un peu vu de l'histoire de la famille, etc. Mais je ne peux pas dire que je maîtrise l'histoire, enfin, la culture Songé, non. Oui, mais si j'ai dit ça, puisqu'il y a presque une semaine, nous avions eu un débat sur la polygamie et la polyandrie. Hein. Je vois déjà M. Giraud rire. Et on parlait, par exemple, dans la culture songhay, qu'il y avait, disons, La polygamie, oui. pas la Ouais. polygamie seulement, et on parlait de la polyandrie. Alors, peut-être je donne d'abord la parole hein, à M. Giraud pour qu'il nous parle un peu, hein, puisqu'il vous a suivi depuis le début, qu'est-ce qu'il pense d'abord du roi Lupungu, et puis Parce que le aussi Congo, qu'il c'est le... parle quand même un peu de cette culture-là. Hein. C'est juste pour une parenthèse, hein, pour parler un peu de cette culture de Song, et je crois que c'était à propos de la polyandrie, on disait même s'il y avait la polyandrie, ce sont plutôt les hommes qui devaient choisir la femme qui devait appartenir à tous. Alors, Monsieur Nema, un peu pour remémorer l'histoire de la culture Song, puisque nous avons aujourd'hui une princesse Song qui est là. Il a les micros. On ne vous attend pas. Je ne sais pas si c'était chez les Songé, mais je crois que c'était chez les Bachilais. Ah, Je chez ne les sais pas si Bachilais, les alors Bachilais. je m'excuse de Voilà. ça. Donc, c'était chez les Bachilais plutôt. C'était chez les Bachilais dans le Kasaï, mais bon, voilà. Mais en ce qui concerne le roi Lepong, je crois que moi, c'est maintenant que je le découvre. Hein. Je dois avouer que je
Je n'ai jamais entendu parler de lui, ce qui est quand même assez révélateur je crois, du déficit Et de d'information la richesse de l'histoire de et notre pays. voilà, culturel que nous avons, ce qu'il a fait, ce qu'il a été, ce qu'il a accompli. Je crois que personnellement, en tout cas, c'est maintenant que lorsque je suis l'interview que je découvre réellement ce qu'il a fait. Et encore que je crois que je suis un peu resté sur ma soif parce que je pense qu'il y a lieu d'en dire un peu plus sur sa personne et sur son profil exactement et sur le sens de son combat et sur son contexte. Je crois que le temps est assez limité, mais je crois quand même qu'il y a lieu, vu que votre émission sera suivie, d'avoir beaucoup plus d'informations sur lui qui certainement va nous aider, qui va aussi susciter la curiosité de plusieurs pour aller chercher un peu plus sur lui, lire davantage et pour comprendre un peu tout le contexte autour de son histoire, de son décès et puis ce qui se passe notamment au musée de Tervuren. Parce que je dois avouer que si je passais par là à Bruxelles, j'aurais vu sans réellement connecter cela avec la RDC ou sans même encore comprendre qu'il était même congolais. Donc je pense qu'il y a quand même lieu de pouvoir mettre l'accent sur l'information, sur l'éducation, sur des personnalités comme celle-là. Alors, merci beaucoup. Nous allons continuer notre programme après cette petite pause. Merci beaucoup. Nous continuons avec nos deux invités qui sont là, mais nous allons d'abord nous rendre rapidement en Allemagne pour voir aussi quelques nouvelles d'Allemagne avec notre correspondant en Allemagne. Puis on va revenir à nos deux invités. Oui, bonsoir, Père Jean-Pierre, bonsoir aux invités spéciaux et en particulier à la princesse Ital que je connais, donc vraiment un plaisir, Ital, vraiment plaisir de te retrouver ici. Mes salutations aussi à Monsieur Géraud. Et bon, écoutez, de l'Allemagne, quelque chose d'intéressant qui tourne autour de la question du travail. La nouvelle, c'est qu'à partir d'hier, donc à partir d'aujourd'hui, disons à partir de février, l'Allemagne a décidé d'implémenter quelque chose d'intéressant. Peut-être vous le connaissez, peut-être les téléspectateurs le connaissent. Ça s'appelle 4-day week. C'est-à-dire, vous savez que quand on travaille normalement, ceux qui travaillent normalement, ceux qui n'ont pas des tours la nuit et tout ça, on travaille 5 jours par semaine, lundi, vendredi. Moi, je suis un employé, je travaille du lundi à vendredi. Alors, il y a une association de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle 4-day week Global. C'est une ONG qui a lancé depuis quelques années l'idée que les personnes pourraient travailler pendant 4 heures et dédier un peu plus de temps à leur famille et donc jouir un peu plus de la vie parce que bon, vous savez que notre civilisation moderne met beaucoup de l'accent sur le travail. Donc, ils se sont dit, mais pourquoi pas une semaine de travail de 4 jours? Alors, ils ont commencé à expérimenter cette semaine de travail de 4 jours dans certains pays. En particulier, ils ont essayé ça au UK, au United Kingdom, en Angleterre. Ils ont essayé ça au Portugal. Et maintenant, c'est le tour de l'Allemagne. L'Allemagne a décidé d'embarquer. Mais ce n'est pas le gouvernement allemand, mais c'est une série d'entreprises. Donc, 45 entreprises allemandes ont décidé d'essayer cette journée de 4 jours de travail au lieu de 5 jours de travail. J'aimerais bien pouvoir être voilà, un employé d'une de ces entreprises, mais malheureusement, là où je travaille, voilà, on n'a pas adhéré à cette proposition de cette fondation de la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette semaine de 4 jours? C'est-à-dire, cette semaine de 4 jours fonctionne sur un principe de 180-100. Ça veut dire quoi? Vous travaillez pour recevoir 100% de votre salaire. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais vous travaillez 80% de votre temps. Ça, c'est ce qui fait plaisir à tout le monde. Et vous devez donner 100% des résultats. Donc, 100% de résultats, 100% de salaire, mais 80% de travail. Vous allez dire que c'est intéressant. Voilà, donc 45 entreprises allemandes ont décidé
d'expérimenter pendant 6 mois cette méthodologie. La nouvelle a été donnée par le responsable de 4-Day Week Global, sur base aussi d'un sondage qui a été fait en Allemagne, qui reprend le vœu des Allemands. 73% d'Allemands se sont dit convaincus qu'ils sont intéressés par cette semaine de 4 jours de travail. Voilà, il y a des mais. Voilà, le syndicat pousse pour cette formule, mais voilà, le patronat, les économistes allemands, par exemple, un senior économiste de l'Institute of German Economy, M. Holger Schäfer, a dit que ce n'est pas la solution au problème de l'économie allemande actuellement, parce que l'économie allemande actuellement manque de main-d'œuvre. Il dit, si vous, avec le peu de personnes que vous avez, vous réduisez le nombre de jours de travail, comment on va résoudre le problème de la productivité? Alors, pour cet économiste, l'Allemagne n'a pas besoin de réduire le nombre de jours de travail. Il a plutôt besoin d'introduire des formes de flexibilité. Voilà, tu travailles 5 jours, mais le jour où tu ne veux pas aller au boulot, tu dois accompagner ton fils à l'hôpital. Voilà, il y a déjà des formules comme ça pour rendre un peu plus flexible le travail, mais les gens doivent travailler plus parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. L'Allemagne cherche la main-d'œuvre. Donc, c'était ça un peu la nouvelle que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, il y a quels sont les bénéfices des pays qui ont déjà expérimenté le 4-day week work. En principe, il y en a deux bénéfices importants. Le premier, c'est bon, bien évidemment, rester avec sa famille, donc une meilleure balance entre le travail et la vie familiale. Selon les données qui viennent de l'Angleterre, qui est le premier pays à l'avoir expérimenté, les entreprises où cette méthode a été expérimentée, ils voient qu'il y a une réduction statistiquement des burn-out, c'est-à-dire les gens tombent difficilement malades, entrent difficilement dans le burn-out, et le nombre de jours que les personnes demandent pour rester à la maison parce qu'ils sont malades aussi a baissé. Voilà. Donc, voyons voir ce qu'il en sera en Allemagne pour les prochains 6 mois. On y reviendra ici pour vous dire. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour ces nouvelles d'Allemagne, de réduire le nombre du travail quand même, 4 jours. Bon, on va voir si les autres pays vont imiter. Je vois M. Neema réagir un peu. Alors, la princesse Itale, qu'est-ce que vous pensez de ça d'abord, réduire le nombre de jours du travail, 4 jours seulement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui sera contre? Je pense que c'est un plaisir pour beaucoup. Ce sera un plaisir, oui. Oui, après que le rendement soit toujours aussi bon, parce qu'après, à force de diminuer, après on devient des paresseux, et après merci l'IA, etc. Voilà, quel est le point de vue de M. Neema aussi à ce sujet? Je pense que nous sommes dans une génération qui est de plus en plus, je risque de choquer, mais de plus en plus paresseuse, qui aujourd'hui considère que le travail est quelque chose de fatigant et qu'il faut beaucoup plus de repos. Je suis assez curieux de voir cette étude-là qui dit qu'en Angleterre, qu'il y a moins de burn-out. En même temps, on réduit le nombre de jours de travail, mais on doit produire les mêmes résultats que comme si on produisait sur 5 jours de travail. Mais bizarrement, les gens font moins de burn-out. C'est assez contradictoire, quoi. Parce que c'est supposé qu'ils travaillent beaucoup plus en 4 jours pour accomplir les résultats de 5 jours. Mais je suis assez curieux quand même. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous allons nous faire reposer un peu la princesse Itale pour aussi avoir, disons, notre invité, M. Géraud Neema, qui va aujourd'hui nous parler un peu de relations, des rapports Chine et Afrique. C'est un peu le thème. Nous aurons encore l'occasion de l'inviter spécialement pour parler de lui un peu, pour découvrir son parcours de vie et ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire. Mais aujourd'hui, il va nous parler un peu de rapports Chine et Afrique. On lui donne d'abord la parole pour commencer, et puis alors nous allons aussi demander le point de vue des autres qui sont avec nous. On vous écoute.
Bonsoir, je suis assez heureux d'être ici. Je crois que la question, elle est assez, je ne dirais pas compliquée, mais difficile, pas non plus difficile, mais assez complexe de devoir parler des relations Chine-Afrique tellement qu'elles sont complexes, tellement qu'elles sont multiformes et multidimensionnelles. Ce que moi je fais, c'est quoi? Je m'appelle Christian Géronéma, mais on m'appelle Géro. Je suis éditeur francophone, non, éditeur Afrique du China Global South Project, qui est un média et puis un centre de recherche, un think tank qui se focalise sur la couverture des activités de la Chine dans les pays du Sud. Nous avions commencé à une dizaine d'années où on se focalisait essentiellement sur l'Afrique. C'est pour ça qu'on appelait ça le China Africa Project. Depuis 2022, on a changé, on s'est élargi, on est désormais sur le China Global South, où on suit de façon générale tout ce que la Chine fait dans les pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Donc voilà. Et donc notre travail consiste à faire non simplement une couverture médiatique, mais aussi une couverture analyse et de recherche sur l'engagement de la Chine en Afrique. Elle est née dans les pays du Sud. Elle est née du constat qui était parti du fait que dans les relations Chine-Afrique, lorsque le projet a commencé dans les relations Chine-Afrique, il était constaté qu'il y avait peu de couverture africaine sur ce que la Chine fait en Afrique et peu de connaissances africaines par rapport à ce que la Chine elle-même fait, ce que la Chine est et ce qu'elle fait en Afrique. C'est comme ça que le projet China Africa, China Africa Project est né. Ensuite, c'est le même besoin qui s'est fait sentir dans les autres pays du Sud, où on s'est très vite rendu compte que pour bien comprendre l'interaction et l'engagement de Pékin dans les pays du Sud, il ne fallait pas les prendre de façon isolée comme étant Chine, Amérique latine, Chine, Asie du Sud-Est ou Chine, Moyen-Orient ou Chine, Afrique. Il faut comprendre ça de façon globale parce que la politique étrangère chinoise suit un peu à certaines lignes de conduite qui sont assez globales et qui sont assez globales et qui permettent de pouvoir comprendre les interactions qu'elle a avec une partie du monde et d'autres parties du monde. Et donc, lorsque les uns et les autres comprennent un peu cette complexité-là, ce qui constitue les lignes rouges de la politique étrangère chinoise, qu'est-ce qui constitue les grosses tendances aujourd'hui de la politique étrangère chinoise, comment la Chine d'Afrique, la Chine-Afrique de 2010 n'est pas la Chine-Afrique de 2023 aujourd'hui. Comment la Chine qui donnait des milliards en 2010 ne donnera plus des milliards en 2024 aujourd'hui. C'est un peu tous ces éléments-là qu'il faut comprendre. Et pour les comprendre, il faut comprendre comment la Chine elle-même, elle change en interne et comment ça impacte sa politique étrangère. Donc, il y a, comme je dis, c'est vraiment un domaine multidimensionnel et assez complexe, si bien que lorsqu'on demande de résumer, c'est toujours assez compliqué. Il faut beaucoup plus être spécifique sur le résumé que l'on veut. Donc, en bref, c'est un peu ce que je fais. Et donc, je dirige l'équipe Afrique qui s'occupe de couvrir toute l'actualité de la Chine dans les pays d'Afrique, Moyen-Orient, Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique lusophone. Je suis aussi responsable de la section francophone qui s'occupe des équipes des pays non pas des pays francophones, mais de tous les pays d'Afrique, mais en français, où on donne du contenu en français. On a des podcasts en français, on a des vidéos YouTube qu'on va commencer à faire très bientôt en français, parce que là, on fait ce qu'on appelle le China Africa Dialogue, que l'on fait aussi en anglais, où on donne des quick take sur ce qui se passe, sur l'actualité, sur les sujets qu'on a eu à couvrir et sur les sujets importants. Donc, en bref, c'est ce que je fais, c'est de quoi il s'agit un peu quand il concerne de la Chine Afrique, je dirais China in the Global South. Donc, maintenant, alors, je reste disponible. Cette équipe-là, c'est constitué en présentiel ou bien vous le faites, disons, en ligne, c'est ça. En smart, disons, dans le sens que vous faites avec des personnes qui sont situées d'un endroit à l'autre. Non, c'est un système. Ou bien c'est spécialement, ou bien le siège à l'île Maurice. Et pourquoi à l'île Maurice?
Non, c'est hybride parce que nous avons des équipes qui travaillent en ligne et des équipes qui travaillent en présentiel. Donc, nous avons des équipes basées en Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town. Nous avons des équipes, des équipes qui sont basées à Nairobi. Nous avons une équipe, moi, qui suis basée à l'île Maurice. Nous avons des collègues qui sont basés à Shanghai, à Singapour, à Taïwan et puis au Vietnam. Et puis, nous avons aussi des correspondants des équipes qui travaillent avec nous parfois aux États-Unis. Mais sinon, donc, ce qui fait que ceux qui sont seuls sur une partie du monde, ils travaillent à distance avec les autres. Ceux qui sont ensemble dans certaines, notamment ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont au Kenya, sont beaucoup plus en présentiel. Donc, maintenant qu'on est en train d'élargir, le projet, nous l'espérons d'ici l'année prochaine, ouvrir un bureau au niveau de l'Amérique latine, soit en Argentine, soit au Brésil. Nous aurons beaucoup plus des équipes basées aussi là-bas. Et pour nous, le but, c'est déjà de commencer à créer des réseaux et des connexions avec des médias locaux et beaucoup plus des médias locaux. Parce que ce que nous voulons faire, c'est porter le dialogue de l'interaction de la Chine dans les pays du Sud par les médias locaux. Parce que ce qui a été constaté, c'est que plusieurs médias locaux ne couvrent pas les activités de la Chine dans leur pays. Lorsqu'ils les couvrent, c'est de façon sporadique et c'est de façon bien ciblée par rapport à un sujet bien précis, puis c'est fini. Mais sinon, de façon globale, quand la Chine fait dans leur pays, de couvrir les beaucoup ne font activités pas. de la Chine, ça signifie seulement, c'est comme une sorte de propagande pour la Chine ou bien de parler plutôt de la coopération Chine-Afrique? Non, quand il s'agit de couvrir, c'est ce que tous les journalistes font. C'est simplement activité, ce qui est positif et négatif, au fait, quoi. C'est reporter les faits de ceux qui... Je vous prends un exemple. Une entreprise chinoise a pollué, une entreprise minière chinoise a pollué une rivière quelque part en Guinée, etc. Donc, que les médias locaux en parlent, ils expliquent de quoi il s'agit, ils mettent l'élément dans le contexte et qu'ils expliquent au fait c'est quoi le problème et comment ça se passe. La Chine a construit, je sais pas moi, quand je veux prendre un exemple, la Chine a financé la construction d'un pont à Abidjan, par exemple. C'est aussi donner ça. Ce n'est pas simplement s'arrêter pour dire que non, la Chine a construit le pont, a financé le pont, mais c'est aussi expliquer le mécanisme de financement, d'où est venu le financement, comment ça se passe, quel est l'impact, etc. C'est pour ça que je dis que nous sommes un mélange et de médias et de recherche en même temps, parce que donner l'information pour dire que la Chine a construit un pont, ce n'est pas une information complète à notre niveau, parce que nous sommes composés de journalistes et de chercheurs. On dit la Chine a financé ce pont-là, mais voici le mécanisme de financement. Bon, maintenant, est-ce que le mécanisme il est positif, il est négatif, est-ce qu'il va impacter les finances du pays ou pas? Ça dépendra maintenant de l'information, des éléments que nous aurons et que nous mettrons à la disposition du public. Ok, merci beaucoup. Hein. Alors, restez encore avec nous. Nous allons revenir à la princesse Itale, qui est encore là avec nous. J'espère qu'elle va rester jusqu'au bout. Mais avant, nous allons avoir notre correspondant. D'habitude, il est à Paris, mais je pense que pour le moment, il n'est pas à Paris. C'est le professeur Alfred Chango, pour avoir un peu de ses nouvelles. Alors, professeur Alfred, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles, c'est que je ne suis pas à Paris, comme vous venez de le dire. Je suis à Oxford, où je suis venu en mission de recherche et d'enseignement dans le cadre de l'échange entre mon université, la Sorbonne Nouvelle, et l'université d'Oxford. Et donc là, je suis logé à la Maison française d'Oxford. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la ville d'Oxford est une ville universitaire et compte 38 universités. C'est une petite ville de 45 km carrés. Et vous imaginez donc dans ces 45 km carrés, 38 universités. L'université d'origine d'Oxford avait été fondée au XIIe siècle et puis a irradié, et donc toutes les universités, les 38 qui ont été créées par la suite, s'appellent justement, ce sont des collèges, comme ils disent ici, college, mais ce sont des universités d'Oxford avec leur nom spécifique. Et donc, ces échanges entre la Maison française d'Oxford et les universités d'Oxford s'inscrivent au fond dans la politique qui avait été mise
en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Churchill et De Gaulle. Comme De Gaulle s'était réfugié à Londres pour faire une faveur à la France, Churchill avait accepté de créer une maison. De Gaulle voulait créer l'équivalent de la Sorbonne en Angleterre. Churchill avait dit non, non, hors de question de concurrencer nos universités. On vous accorde de créer une maison, la maison française d'Oxford, depuis 1946 qu'elle existe. Si on prend la population d'ensemble de tous les étudiants qui sont ici, on verra que, évidemment, la majorité, ce sont des Britanniques, mais il y a une bonne partie qui est constituée des Indiens, des Pakistanais, enfin, comment on les appelle? Les Britanniques asiatiques, ceux qui avaient été dans l'empire colonial britannique. Une partie est constituée des Africains issus des anciennes colonies anglaises, le Nigeria, le Ghana, etc. On se souviendra d'ailleurs que Julius Nyerere ou Jomo Kenyatta avaient fait leurs études justement à Londres à l'époque. Donc voilà un peu le topo de ce qui se passe ici à Oxford. Une autre petite nouvelle, c'est qui ébranle, qui émeut tout le monde ici, c'est le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari, de Mercedes chez Ferrari. Mais là, voilà. C'est en 2025, hein, il y a encore une année devant nous. Oui, exactement. Donc, ça jazz beaucoup, ça parle. Et puis, une autre petite nouvelle, c'est ChatGPT. Comme vous le savez, c'est décrié un peu dans certains pays, en tout cas francophones, en France en particulier, alors qu'ici, ça s'amuse avec ChatGPT. Hier, j'ai assisté à une émission sur Sky News où la journaliste et ses invités se sont amusés à jouer avec ChatGPT, à lui poser des questions. Ben, tiens, telle personne est une députée. Qu'est-ce que vous pensez quel conseil vous pouvez lui donner pour changer sa carrière? Et donc là, ChatGPT répondait, ben voilà, vous êtes dynamique, vous êtes ceci, mais vous gagneriez à faire ça à l'avenir. Donc voilà un peu les quelques nouvelles d'ici à Oxford et puis un peu au-delà. Merci, professeur Alfred Eshang pour ces nouvelles et bon séjour en Angleterre. Vous restez avec nous, hein. Comme vous savez, nous avons aujourd'hui la princesse Joy Ittal Bena Lupungu, qui est l'arrière petite-fille du roi Song Lupungu. Et j'espère que vous l'avez suivi. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant que moi je puisse encore poser une autre question à la princesse Ittal? D'accord, mais je suis. Vous avez quelque chose rapidement? Oui, rapidement. Oui. Ben, d'abord, je suis très heureux de l'apercevoir, de la voir écouté aussi, et puis de cette initiative qui se passe au musée de Tervuren. Juste une petite question, parce que la question Songye, effectivement, moi je l'ai suivie il y a des années. Il y a des célèbres Songye comme le professeur Moudimbe, comme en partie aussi le professeur Mukalaka Dimanzuji, mais c'est surtout le docteur Kamani Kabamba, que beaucoup connaissent à l'ADEF, pour ne pas le désigner ainsi, qui avait écrit un livre très intéressant sur les Songye de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si elle est au courant de cet ouvrage-là, Songye of the Republic Democratic of Congo. Non, je ne connais pas cet ouvrage, mais on m'avait parlé de lui. Maman Georgine Dibois, avec qui je travaille aussi beaucoup ici, m'avait parlé de lui. Et une autre femme aussi, je pense, aux États-Unis, qui a dû aussi écrire pas mal. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, professeur, pour les nouvelles et pour la question. La princesse Ittal. Alors, peut-être de ma part, pour finir, à moins que les autres aient aussi une question pour la princesse Joy Ittal. Alors, dans le futur, quel est le programme en fait pour vous, votre association, pour la réhabilitation de votre arrière-grand-père, le roi Lupungu?
la suite, c'est quoi? Et qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais peut faire, même au niveau de la culture, hein, puisque c'est important, même au niveau disons, de l'enseignement, puisque souvent, nous oublions beaucoup les aspects historiques de notre passé. Pour vous, qu'est-ce que vous espérez que l'État puisse faire, la culture de notre pays, puisque on se rend de plus en plus compte, hein, quand on fréquente notamment ces musées de Tervuren, on découvre beaucoup de réalités africaines qu'on néglige, effectivement. Alors, pour ma part, je dirais, parce qu'on parlait aussi un peu d'éducation, Sankara disait qu'un militaire sans éducation politique et idéologique est un criminel en puissance. Je dirais aussi qu'un peuple sans culture est aussi un peuple sans âme, un peuple aussi mûr pour l'esclavage. Donc déjà, ce qui pourrait être très bien dans le système éducatif congolais, c'est de revoir les manuels scolaires qu'on évolue en 2024. On pourrait avoir une éducation qui corresponde à la population dans un paradigme aussi qui nous est propre et non des choses chaque fois importées comme si il n'y avait pas de personnes assez intelligentes et compétentes pour répondre aux besoins et aux besoins de la nation. Ça, c'est une chose. Après, il y avait Yves qui levait la main, on a dit. Je ne sais pas s'il avait une question. Alors, peut-être on va donner la parole rapidement à Yves. 30 secondes à Yves, puisque aujourd'hui, comme vous savez, sinon les gens vont me tuer. Et même parmi vous aussi, il y a à 21h le match de Léopard contre la Guinée. Il faut que nous puissions finir à temps. Hein. Je crois que même la princesse Joy m'avait signalé ça hier qu'il y avait match. J'ai dit non, nous allons finir avant le match. Alors, on donne la parole à M. Yves. Yves Kacha, vous avez quelque chose à dire à propos du roi Lupungu? Non, l'histoire du roi Lupungu est un peu comme l'histoire d'un de mes oncles qui a été délocalisé pendant la colonisation. On l'avait fait sortir de Kabare dans le sud Kivu, on est allé l'envoyer dans le Katanga. On l'avait, ils avaient dit, il y avait un terme spécial qu'on utilisait. Oui. J'ai oublié. Même le vieux Tshisekedi a connu ça. Bref. Moi, alors je vais trouver les mots, puisque oui. Relégation. Relégation, voilà, relégation. Moi, la question que je voulais poser à la princesse, aujourd'hui, la loi au Congo fait en sorte que le pouvoir coutumier soit quelque part respecté. Est-ce qu'avec la parcelle de pouvoir qu'a le côté traditionnel dans nos institutions, vous essayez aussi de pousser dans le sens à la réhabilitation de votre arrière-grand-père? Ça, c'était la première partie de ma question. La deuxième question, c'était dans le sens de vous poser, de vous demander si ça ne serait pas beaucoup plus intéressant si vous en regroupez tout ce genre de personnages et personnes qui ont marqué l'histoire du pays et d'avoir un discours commun et non un discours personnel singulier. C'était ça la question, les deux questions que j'avais. Merci. Avant de répondre à la question, juste une petite précision. C'est le roi Yakambu, parce que si vous dites Lumpungu, c'est le père. Et voilà, donc Yakambu Kamanda Lumpungu, c'est voilà, le sujet du jour. Par rapport à la réhabilitation, oui, c'est l'objet premier, avant de parler que ce soit réparation ou autre, c'est la réhabilitation. Parce que c'était reconnu qu'effectivement, il n'était pas coupable. Les gens étaient contents des excuses du roi quand il est passé, enfin du roi Philippe. Personnellement, non, c'était des regrets, pardon, des regrets exprimés. Et là, même encore, lors du vernissage, le directeur, évoquait l'histoire tragique, mais sans vraiment parler avec les mots comme ils sont, parce que oui, c'est violent, oui, c'est ignoble, mais la Belgique a du mal à assumer cette partie de leur visage. Et c'est pour ça que même là, ils ont alloué 2 millions pour que la question de provenance soit élucidée. Pour moi, c'est une manière de pouvoir encore plus ralentir ce processus de restitution et autres.
Mais bon, si le Congo lui-même aussi ne se positionne pas aussi, enfin n'adopte pas la bonne posture par rapport à ces problématiques, ou que ça soit pris à la légère, apporte à la culture, bon, je ne sais pas si on pourra faire grand-chose. Mais bon, pour ce qui est de la réhabilitation, oui, on devrait l'obtenir d'ici là. C'est reconnu dans les papiers aussi ici. Même si à l'époque, on avait refusé son appel. En 59, il y a eu un rapport aussi du commissaire Matlar qui démontrait qu'il n'était pas coupable. Là, dernièrement, cette nuit, j'ai lu un article sur les pratiques coloniales sur les Congolais qui, en fait, sont vraiment identiques à ce qu'on prétend que le roi a fait à l'époque. Donc, bon, je pense que c'est une question de fierté aussi, hein. C'est une question de fierté. Euh, Si on se contente des titres qu'on peut avoir, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Mais embrasser vraiment son identité et aller pour ce à quoi on a droit, c'est quelque chose d'important et c'est ce que aussi le roi, enfin, c'est ce pourquoi le roi, comment on dit en français? Euh, Stand, ce pourquoi, voilà, il a tenu tête à l'administration. Résister. Oui. Merci beaucoup. Alors, on pourra revenir encore à la princesse Joïtal. Maintenant, nous reprenons notre ami Christian Géraud Nema pour parler de la coopération au rapport Chine-Afrique. Alors, Monsieur Nema, souvent on parle de la Chine qui vient en Afrique pour prendre la place de l'Europe et son genre de coopération diffère tel des autres et selon vous. Et puis je vais laisser aussi les autres poser des questions. Est-ce que la coopération et l'engagement chinois diffèrent de celle que l'on voit de l'Occident en Europe? Avant d'y répondre, quelles sont les caractéristiques qu'on attribue à la coopération occidentale en Afrique? Bon, justement, c'est vous qui suivez, vous suivez un peu de près, sinon on va demander peut-être aux autres de les dire, puisque moi-même j'ai écrit un article à ce sujet avec les sommets qu'on a toujours Chine-Afrique, Turquie-Afrique, France-Afrique, ainsi de suite. J'ai mon point de vue, mais aujourd'hui je fais autre chose que de donner mon point de vue. Je préfère plutôt peut-être laisser la parole aux autres pour le faire, mais vous pouvez d'abord répondre quand même à ma question, hein, rapidement. En fait, parce que votre question me demande si elle est différente. Ah oui, elle est différente. Donc, je pose la question. Pour qu'elle soit différente, ne sachant pas les caractéristiques que vous attribuez à la coopération occidentale vers l'Afrique, je ne sais pas dire oui. Elle est différente, non, elle est pareille. Donc, c'est pour ça que je voudrais quand même que vous nous donniez des éléments pour dire quelles sont les caractéristiques que vous attribuez à la coopération occidentale en Afrique pour que je vous réponde pour savoir oui, la Chine fait différemment, oui, la Chine fait pareil. Alors je prends un exemple, puisque la plupart des pays européens qui coopèrent avec l'Afrique, et ça on le sait, c'est selon encore les anciennes colonies principalement. Ça signifie que la France a la même mise encore sur les anciennes colonies qui ne laissent pas les autres, les Britanniques, les Américains entrer facilement, ainsi de suite, et tandis que les autres aussi le disent, hein, pas seulement la Chine, et même aussi la Russie ou la Turquie, en disant nous on ne vient pas avec l'esprit colonial. C'est un peu ça qui se cache derrière, en fait, des conflits d'appartenance, d'intérêt, de protectionnisme du marché, dans ce sens-là. Si c'est dans ce sens-là, la Chine, comme l'Occident ou comme tout autre pays qui s'engagerait dans des relations de coopération avec d'autres pays, ne le ferait que d'abord pour ses intérêts. Ce n'est pas pour les intérêts du pays où est-ce qu'il va. Donc ça, c'est déjà de base, que ça soit en interne à l'Afrique ou à l'extérieur à l'Afrique. La Chine, oui,
les interactions et la coopération chinoise en Afrique est d'abord axée sur les intérêts chinois en Afrique. Bon, maintenant, la coopération, je ne veux pas faire une leçon d'histoire, mais la coopération entre la Chine et l'Afrique remonte à plusieurs années. Celle que l'on connaît la plus récente, c'est celle qui a commencé aux alentours des années 2000 avec une grosse vague des entreprises chinoises venues en Afrique portée par la politique du going out, du going out qui avait été mise en place déjà à partir de Jiang Zemin, Hu Jintao, etc., qui consistait justement à ce que les entreprises chinoises venaient en Afrique, un, à la recherche des marchés, deux, à la recherche des opportunités, et trois, évidemment, élargir aussi l'empreinte géopolitique de la Chine sur le continent africain. C'était aussi porté sur le fait qu'en interne, la Chine connaissait un surplus de production, un trop-plein à l'intérieur de son économie, si bien que les entreprises de construction, c'est pour ça que les toutes premières entreprises chinoises qui sont arrivées sont d'abord des entreprises de construction, ont été encouragées à venir vers l'Afrique, à trouver des marchés, à trouver des opportunités. Et là, dans cette perspective-là, le gouvernement chinois, évidemment, a suivi et a balisé le chemin pour ces entreprises-là, notamment en accordant des crédits, en accordant des financements sur différents projets, en créant ce qu'on appelle le modèle angolais dans un pays comme l'Angola, où on prend ressources naturelles, pétrole, pour construire des infrastructures, modèle que l'on a répliqué en RDC, on parle du contrat chinois. Et puis, voilà, la Chine qui est venue en Afrique avec, comme je l'avais dit au début des années 2000, avec beaucoup d'argent en main, donnant de l'argent, finançant, sans compter d'ailleurs, sans même prendre en compte les risques qu'elle prenait dans plusieurs pays africains. Les pays africains qui, en ce moment-là, sortant pour certains du point d'achèvement PPTE, d'autres ne voulant pas et ayant des difficultés à connaître le point d'achèvement PPTE, trouvaient en la Chine un partenaire qui ne posait aucune condition financière, d'ajustement structurel, de gouvernance, etc., qui se disait, écoutez, la Chine donne beaucoup d'argent. Mais la Chine, de son côté aussi, n'étant pas astreinte aux questions de gouvernance dans les pays internes, a quand même mis en place des mécanismes très, très rigoureux dans les contrats qu'elle signait avec plusieurs pays africains, de façon à garantir que le remboursement de ces prêts soit fait. Donc, ça veut dire elle était dans une philosophie pour dire, écoutez, les amis, je sais que vous êtes corrompus, je sais que vous avez une mauvaise gouvernance, je sais que ça ne va pas chez vous. Vous avez de l'argent, vous avez des ressources, j'ai de l'argent, vous avez besoin de mon argent, je vous le donne, mais je vais me garantir assez que, quel que soit le niveau de corruption que vous avez, vous allez finir par me payer mon argent. Et donc, c'est ainsi que les contrats chinois à travers l'Afrique ont des conditions assez strictes vis-à-vis d'autres contrats. C'est ainsi qu'aujourd'hui, plusieurs pays africains parlent de la crise de la dette. Et là, je n'ai même pas envie d'entrer dedans parce que c'est tout autre chose que par rapport à ce qui est généralement présenté par plusieurs médias. Et donc, en bref, c'est ça. Aujourd'hui, la Chine, c'est une Chine qui a changé parce que, bon, les besoins qu'elle avait au début des années 2000 ne sont plus les mêmes besoins qu'elle a maintenant. Ce qui fait que c'est une Chine qui, aujourd'hui, si un pays africain aujourd'hui va demander $1 milliard à Pékin, Pékin te regarde du coin de l'œil et te dit, mon ami, tu peux attendre longtemps. C'est ainsi que des pays comme le Kenya attendent encore de trouver $1 milliard pour compléter le chemin de fer qui a fait Mombasa-Nairobi, mais qui doit passer qui doit passer Nairobi pour aller Naivasha et aller jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. La Tanzanie connaît le même problème avec son chemin de fer. Donc, autant de difficultés qu'aujourd'hui, les gros projets que les pays africains attendaient et veulent pour lesquels ils ont besoin des milliards de dollars de Pékin n'est plus dans ça. Aujourd'hui, l'engagement financier de Pékin dans l'Afrique, c'est ce qu'on appelle le small and smart, small and beautiful, dans le sens où on se dit, on donne des financements sur des petits projets à faible risque et à rendement assez rapide. Ce qui fait que aujourd'hui, la Chine investit beaucoup dans les data centers en RDC, au Kenya, au Sénégal, etc. Elle investit beaucoup sur les projets des centrales photovoltaïques, les énergies renouvelables, etc. Mais bon, il y a encore des pays où l'empreinte chinoise reste quand même une empreinte purement économique et des ressources naturelles, comme en République démocratique du Congo. Ok, j'évite une autre question pour ne pas tirer en longueur, évidemment. Je souhaite d'abord la bienvenue aussi à celles qui viennent de nous rejoindre. Madame Patricia Temouni, qui est notre spécialiste ou responsable de la rubrique Pensée du jour. Bonsoir, Madame Patricia. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, Bonsoir. Il n'y a pas de pensée du jour, hein, puisque là, nous allons bientôt finir dans 5-10 minutes. Mais est-ce que vous avez quelque chose de spécial? Il y a deux invités aujourd'hui, comme vous le savez. Il y a la princesse Ital qui est avec nous, et aussi monsieur Jérôme, que vous connaissez, puisque il était parmi les protagonistes du débat sur la polygamie et la polyandrie. Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à... Oui, alors d'abord, bonsoir à tous et merci d'être là. Excusez mon retard, j'étais coincée dans les embouteillages à Londres. J'ai dû courir Même à Londres aussi, c'est comme à Kinshasa. Parfois, oui, oui. Quand on choisit de sortir pendant les heures de pointe, c'est compliqué. Donc voilà. Donc d'abord, bienvenue Joy. Je connais Joy en fait. Hein. Joy, c'est ma nièce. Nous sommes de la même famille. Ah, alors c'est un peu là. Joy est l'arrière-petite-fille. Je suis à mon vidéo. Joy est l'arrière-petite-fille et moi je suis l'arrière-petite-fille et moi je suis l'arrière-petite-fille. Donc c'est une histoire de famille. Les Lupungu, c'est quelque chose qui remonte à très loin, très loin. Donc j'aimerais quand même ici en fait rappeler l'importance ici de garder une sorte de lien historique avec notre passé. Au Congo, parce que bien que nous soyons pour la plupart, en tout cas dans notre famille, pour la génération de jeunes, on est né ici, soit on a quitté le Congo très jeune. Donc, il a fallu à nos parents et à nos grands-parents de faire un effort supplémentaire pour qu'on puisse garder ce lien-là de famille. Donc, quand il y a eu l'apparition des WhatsApp, des groupes WhatsApp, des Zoom, etc., on a pu garder le contact et puis... D'ailleurs, j'ai un oncle qui nous a appris à parler un peu le Songé. Donc, on faisait des cours de Songé sur WhatsApp, bien que nous soyons sur différents continents, etc. Donc, vous êtes sûr que vous savez parler le Song? Bon, c'est une petite curiosité, sinon vous allez dire un petit mot à la princesse qui est là. Je peux au moins maintenir une petite conversation, une courte conversation. Mais c'est vrai que, bon, je suis très heureuse d'avoir pu garder ce lien-là. Et je voulais demander à Joy, puisque c'est Joy qui s'occupe de ça à Bruxelles, je voulais savoir si vous aviez pris des liens avec et des contacts avec le ministère de la Culture, par exemple au Congo, et toutes les le genre d'institutions qui s'occupent de la culture, en fait, pour leur faire parler de ce qui se passe au musée à Bruxelles, parce que je ne pense pas qu'ils soient au courant, parce que je n'ai rien vu de tel ici. En tout cas, bon, je sais qu'au Congo, on n'en parle pas trop et c'est pas quelque chose qui fait la une des journaux. Mais voilà, je voulais savoir quelle démarche en fait vous avez fait au niveau du Congo et s'il y a des démarches à faire, dans quelle mesure est-ce que nous on peut aider, etc. Hello, Hanti. Hello. Des démarches par rapport au ministère de la Culture, non, non, pas spécialement. Si par contre j'apprenais qu'elle venait en Belgique, bon, là je pense qu'on pourrait éventuellement l'inviter. Je suis supposée venir à Kin prochainement et donc du coup avec des chaînes de télé, il y aura des programmations qui se feront pour pouvoir parler encore et encore du sujet. Et ouais, les ambassades, enfin l'ambassade ici et de manière générale les Congolais, s'il n'y a pas d'intérêt financier, ils ne se déplacent pas. Donc on va pas, je vais pas faire semblant, c'est comme ça, c'est une réalité. Mais l'ambassade avait été invitée hein, au vernissage, personne n'est venu. Donc voilà. Ah, c'est quand même quelque chose de... Oui, c'est quand même quelque chose... Bon, ben, moi, j'ai quelques contacts à l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Et j'ai quelques contacts au ministère de la Culture aussi. Je vais essayer de tirer un petit peu les ficelles pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Tant qu'il y a l'exposition, je pense que c'est important qu'on en parle à Kinshasa, pas seulement pour nous, la famille, mais c'est un patrimoine congolais. Donc, c'est un patrimoine qui appartient à tous les Congolais. Ça fait partie de l'histoire des Congolais. Donc, je crois que c'est important de garder ce lien-là et puis surtout d'apprendre
d'apprendre de ça. En tout cas, merci beaucoup. Il avait influencé quand même Mobutu, son histoire de léopard, c'est à cause du roi. Exactement. Devant la cour du roi, il y avait son léopard, mais à Bagdolit aussi, Mobutu avait son léopard. Exact, exact. Alors, merci beaucoup à Madame Patricia de nous avoir révélé aussi qu'elle est de la lignée, je crois. Et je suis une princesse, hein. Ah voilà, merci beaucoup. Sinon, je vois qu'il y a beaucoup de princes et de princesses là, puisqu'il y a aussi Yves qui a dit la même chose. Moi-même, je cache d'abord, hein, puisque moi-même aussi, disons, moi c'est encore très, très proche. Mon grand-père fut aussi chef de son côté. Alors, nous allons continuer rapidement. Nous avons écouté évidemment la princesse Ital. Merci pour l'intervention de Patricia. Et nous revenons à Monsieur Giroux rapidement. On a encore 5 minutes. Est-ce que Yves et le professeur Alfred, donc peut-être Madame Patricia n'était pas là, hein, je vous informe que le professeur Alfred est à Londres ces jours-ci. Non, à Oxford ces jours-ci. Alors, est-ce que vous avez peut-être aussi, après Madame Patricia, vous avez quelque chose ou des questions à Monsieur... Oui, je vois déjà Yves qui soulève toujours la main. Oui. Pour Monsieur Nem. Alors, on commence par qui? On commence par Yves? Oui, on commence par Yves. Ah non, on commence par le prof. Alors, comme vous êtes déjà là, alors rapidement, puisque bientôt il nous reste peu de temps pour voir les léopards. Moi, je sais que j'allais vous demander, Père, c'est d'abord d'avoir une émission spéciale avec Christian avec Jérôme par rapport à son activité. Pardon. Alors, pour couper court, je crois que j'ai dit ça à monsieur Neema, qu'aujourd'hui, il a parlé seulement de cette partie-là. Prochainement, il sera invité à part entière pour parler ça sera un peu comme le style de Space, hein, quand on parle de parcours de vie. Donc, il parlera de lui, formation et puis parcours professionnel. Ça viendra. Alors. Par rapport à ce que nous étions en train, par rapport à ce qu'il était en train de nous donner comme explication, moi, je reviens un peu à la question que vous aviez posée et à laquelle il a soigneusement et très politiquement essayé de répondre tout le temps. Très sérieusement, nous savons tous très bien qu'entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. N'empêche, à ce jour, l'implication de la Chine, moi je parle de l'Afrique, laisse à désirer. Non, que vous, nos frères, commenciez à faire de la propagande pour eux. J'aimerais vraiment que vous nous expliquiez vraiment le fond de cette logique. C'est vraiment difficile. On lui donne la parole. 1 minute pour répondre. En fait, j'ai du mal lorsqu'on parle de propagande. En fait, j'ai déjà du mal lorsqu'on dit nous savons que l'influence de la Chine en Afrique, elle est négative. Quand on dit nous savons, je n'ai pas envie d'être tatillon sur les termes, sur ce que ça veut dire, mais nous savons sur base de quoi? Parce que si on dit nous savons, ça veut dire qu'il y a des éléments, des données. Si on prend aujourd'hui, je vais vous envoyer ça plus tard, il y a une dizaine d'études faites par des Africains et par des Européens qui vous disent qu'aujourd'hui, en termes de... On peut dire tout ce que l'on veut hein, de la politique étrangère chinoise en Afrique, mais on ne peut pas nier que les investissements et les financements chinois d'infrastructures en Afrique ont impacté énormément et ont boosté la croissance économique de l'Afrique au cours des 15 dernières années. Aujourd'hui, que l'on prenne les ports, les infrastructures, les grandes et les petites infrastructures, la grande majorité ont été financées par la Chine. Ça, c'est le côté infrastructure. Maintenant, si on veut discuter des contours autour des financements de ces infrastructures-là, là, c'est un autre débat. Et même lorsqu'on parlera du contour de ces financements-là, et quand on ouvrira les données, on se rendra très vite compte que ce n'est pas ce que l'on pense et que quand on dit que l'on sait. Je vais prendre un exemple. Je vais donner un des exemples simples. Est-ce que l'on sait qu'aujourd'hui, quand on parle de la crise de la dette en Afrique, les principales causes de la dette des pays africains aujourd'hui, ce n'est pas la Chine, c'est la dette intérieure des pays africains.
Ça veut dire que les marchés intérieurs africains. 2, ce sont les fonds d'investissement européens, américains et occidentaux. Et puis 3, c'est les autres. Est-ce qu'on sait par exemple qu'en termes de taux de prêt, lorsque la Chine donne son prêt, elle donne son prêt un tout petit peu au-dessus de celui de la Banque mondiale, ça veut dire autour de 1,6, 2,3%, mais très largement en dessous des taux d'intérêt que donnent par exemple les créditeurs américains ou financiers britanniques qui les donnent à 5, 6, 7%, parce que le rating des pays africains en termes de risque est nettement élevé. Tu vois un peu, ce sont les genres d'informations qui, quand on met dans la balance, on revient pour dire, nous savons, ça devient compliqué. On aura le temps d'en parler, puisque, comme j'ai dit, nous sommes en train de courir derrière le temps. Et peut-être le professeur aussi a... Oui, rapidement, vraiment. Une minute. Oui, rapidement, vraiment, parce que ça tombe bien. Il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence sur la Chine-Afrique. En un mot, la Chine-Afrique. Et ça rejoint un peu ce que Nema a dit, mais moi j'ai été beaucoup plus critique dans cette conférence-là. Et en gros, ce que j'ai dit à ceux qui m'écoutaient, c'est que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et qu'on le veuille ou non, on peut dire gagnant-gagnant, mais on ne gagne pas de la même façon. Si on regardait la RD Congo, Kolwezi est détruite complètement, l'exploitation du coltan par exemple, les Congolais n'ont même pas accès, ils ne peuvent même pas entrer dans l'enclos de l'exploitation du coltan à Kolwezi, et les dégâts sur les eaux, du cobalt, pardon, dont tu as parlé, pollution des eaux. Il y a eu même une émission là-dessus sur France 2, un médecin sur place là-bas avait témoigné. Donc en gros, pour moi, effectivement, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, mais dans tous les cas, la servitude de l'Afrique vis-à-vis de toutes ces conférences aujourd'hui, mais là, le père n'a pas parlé de Meloni et l'Afrique, l'Italie et l'Afrique, le dernier né de ces sommets. Voilà. Merci beaucoup. Je n'en ai pas parlé justement puisque quand j'ai parlé de mon article. Oui. Professeur Shango, je vous avais envoyé mon article à ce sujet quand j'ai parlé de ces sommets. Absolument. Vous allez voir mon point de vue. Je ne vais pas en faire un sujet maintenant. Alors, je crois que nous allons essayer de mettre fin aujourd'hui à notre programme ce soir, mais tout en donnant quand même le dernier mot, surtout aux 2 invités principaux. On commence par la princesse, Joy, Ital, la princesse. Tout d'abord, je vais dire merci de m'avoir reçu et pour ce moment de partage, c'était assez intéressant. Oui, je suis curieuse en tout cas sur la suite des discussions sur la Chine-Afrique. Mais sinon, concernant le roi Yakambu, Kamanda Lumpungu, vous pouvez de toute façon taper sur Google, puis sur Instagram, Facebook. YouTube. Oui, YouTube. Oui, il y a des chaînes, il y a des vidéos sur YouTube, pardon. Enfin, sur les réseaux sociaux, en tout cas, vous tapez Africam, AFREEKAM, et vous allez trouver toutes les pages relatives sur lesquelles on peut trouver des informations. Et puis, je suis ouverte, disponible pour d'autres discussions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, la princesse Joy Ital Benalupungu. Et maintenant, la parole, ça a été rapide aujourd'hui, monsieur Nema. Le sujet sera animé prochainement quand vous serez l'invité principal et que vous parlerez de Chine-Afrique. Vous avez vu déjà aujourd'hui comme ça a provoqué déjà un peu les gens, mais on va y revenir. Alors, un petit mot, vous avez 1 minute.
Non, mais écoutez, c'est moi qui vous remercie d'avoir été invité à votre show ce soir. Je crois, comme vous l'avez dit, on aura certainement l'occasion d'avoir une émission et d'en parler en long et en large. Je crois qu'il est quand même, il reste important. Et je crois que les réactions qu'on me confortent dans le besoin du travail que nous faisons tous les jours, de pouvoir davantage réellement mettre cette information-là dehors pour permettre aux Africains de s'approprier eux-mêmes du débat de la Chine en Afrique. Et pour éviter, surtout, vraiment pour éviter, surtout, ça c'est mon combat de tous les jours, que les Africains réagissent à l'engagement de la Chine en Afrique sous les yeux des médias occidentaux, un, et deux, sous les yeux des médias chinois, parce qu'il y a beaucoup de propagande dans les médias chinois. Et donc, il est temps que les Africains eux-mêmes construisent le narratif de se dire, lorsque la Chine s'engage vis-à-vis de l'Afrique, qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'on en sait réellement. Non pas parce que ce que France 24 nous a dit, bien ce que BBC nous a dit, mais ce que nous-mêmes nous savons de ce qui se passe et ce que nous pouvons réellement améliorer. Donc, ça, je crois qu'on va avoir le temps pour une autre discussion beaucoup plus en détail dessus. D'en parler. Merci, merci beaucoup. Hein. Alors, un dernier mot aussi aux autres. Donc, 30 secondes, je vous donne 30 secondes. On commence par la dernière qui est arrivée, Patricia. Ah, merci beaucoup. Non, je n'ai pas vraiment un long commentaire à faire. C'est juste que pour avoir fait un petit peu de la science politique, je préfère largement l'implication de la Chine en Afrique plutôt que celle des Occidentaux. Ça sera encore un sujet à développer aussi. Déjà. Au moins, les Chinois n'essayent pas de nous faire devenir Chinois, c'est déjà une grande chose. Mais je pense qu'on va en débattre après, dans la prochaine discussion. Dans la prochaine discussion. Mais merci beaucoup à la princesse Yatal et merci aussi aux autres. C'était un plaisir de vous voir encore aujourd'hui. Voilà, un dernier mot aussi, professeur Alfred Echang, 30 secondes. Le seul mot qui est de mise, c'est merci aux deux intervenants de ce soir. On a appris beaucoup de choses. On y reviendra. Et puis, bon match hein, pour tout à l'heure. Voilà. Yves. Merci beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup à vous, Père. J'ai déjà envoyé mon Western Union à des amis à Brazzaville pour qu'ils surveillent le fleuve. On est encore. Bonne chance au Léopard. Bonne chance au Léopard. En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup encore une fois à la princesse Joy Ital. Merci aussi à M. Christian Géronema d'avoir répondu à mon invitation. Merci, sans oublier, il y a un qui était là, qui est parti, notre correspondant en Allemagne, M. Ekuchu, qui est parti un peu plus tôt. Je remercie évidemment le professeur Alfred Echango hein, pour toujours sa disponibilité, sans oublier Yves Cache aussi. Merci Patricia, elle n'est plus là, merci. Ah non, elle est encore là. Pardon, Patricia. Merci, Patricia, aussi pour la contribution. Merci à vous. Donc, nous allons nous retrouver mardi prochain à 20h30. Mais bien auparavant, cette émission sera rediffusée demain à 14h pour les gens qui n'ont pas pu nous suivre ou même pour vous aussi qui voudriez suivre l'émission. En attendant, je souhaite une bonne chance à nos léopards aujourd'hui contre la Guinée. Et aussi, merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et encore une fois, bonne chance à nos léopards.